Benoît, qui est conseiller pédagogique au RICI pour le développement de la personne, qui est attaché à la commission scolaire. Mon Dieu, quelle commission scolaire, Benoît? Saint-Hyacinthe, hein? Oh, ton micro n'est pas activé. Oh, La commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Oui, OK, non, de l'activer là. parfait. Alors, merci beaucoup, Benoît, d'avoir accepté d'animer la rencontre et je te laisse la parole et je suis là pour t'appuyer. Excellent. Merci beaucoup, Éric, de cette invitation. Je suis vraiment content de vous rencontrer. C'est un honneur pour moi de travailler avec vous aujourd'hui. J'espère que ça saura répondre à vos attentes ou vous donner, vous inspirer peut-être. Donc, tout au long de ma présentation, j'ai pas seulement prévu d'arrêt fréquent, mais peut-être j'en ferai, là, je sais pas. Mais si vous avez des questions, vous souhaitez faire des commentaires, vous voulez un éclaircissement parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, ben je vous invite à ne pas hésiter à lever la main. Puis Éric va me signaler que vous avez levé la main. Ou encore, vous pouvez aussi formuler votre question dans le clavardage en bas à droite, et puis on pourra vous répondre à ce moment-là. Il y a peut-être des moments aussi où je vais activer, vous présenter des trucs avec ma caméra, parce que j'ai aussi de l'équipement avec moi, donc un peu plus tard, dans la deuxième partie peut-être, je pourrais vous présenter des équipements qu'on utilise pour faire de la réalité virtuelle. Je vous invite à noter l'adresse qui est en dessous du code QR, ou si vous avez un appareil mobile, vous pouvez scanner le code QR qui affiche à l'écran présentement. Ou noter l'adresse, c'est le lien vers le diaporama en ligne. Ça vous permettra de suivre directement, et si par exemple il y a une vidéo ou des contenus que vous voulez consulter sur un autre écran, sur votre ordinateur, si vous avez deux écrans de connectés, ben ça vous permettra d'aller consulter le reste du contenu, ou après la présentation, si vous voulez revenir sur ça. La présentation est disponible directement en ligne. Peut-être j'aimerais ça, quand vous avez pris en note l'adresse de la présentation, peut-être me faire un petit crochet vert, que je sache que vous avez bien noté cette adresse-là, que je puisse passer à la diapo suivante. Donc, Jean-François, merci. Pascal, excellent. Parfait. Donc, j'attends que les autres aient terminé aussi. José, je pense que tu n'avais pas noté. Puis Abbas. José, c'est fait. Abbas, est-ce que tu as eu le temps de noter? Oui. Tu as une question, Abbas, ou tu l'as noté? Oui, c'est noté. OK. J'ai juste noté. Bon, c'est d'accord. Il n'y a pas de problème, pas de faute. On va donc poursuivre. Je vais donc tout de suite vous parler donc de réalité virtuelle. Avant de vous parler des projets pédagogiques, je vais d'abord peut-être vous parler de la base de la réalité virtuelle. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des lunettes de réalité virtuelle ici? Peut-être juste mettre le crochet s'il y en a qui ont déjà essayé des lunettes de réalité virtuelle, semblables à celles que vous voyez apparaître à l'écran. Annick, tu en as déjà essayé, Daniel aussi, José, donc pas Jean-François, pas Pascal ni Stéphanie. OK, alors, noter. Donc, je vous disais que ces lunettes-là, on peut se les procurer pour une dizaine de dollars environ sur Internet. Ça se trouve très facilement. Il y a toutes sortes de modèles, toutes sortes de couleurs. On a simplement à insérer son téléphone à l'intérieur et donc on peut tout simplement, ceux qui ne l'ont jamais fait, on peut insérer son téléphone à l'intérieur et avec des applications qui sont dédiées à la réalité virtuelle, on peut consulter à travers les lunettes le contenu qui est dans notre téléphone cellulaire. On dit réalité virtuelle, mais en réalité, la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui est plus large que seulement consulter du contenu à travers des lunettes comme celle-ci, des lunettes de réalité virtuelle. Pourquoi je parle aussi de d'autres concepts qui peuvent être connexes, comme la réalité augmentée, par exemple, il y a différents formats, différentes façons de faire la réalité augmentée. Par exemple, on connaît des applications qui permettent de regarder du contenu dans le réel et que à travers une application sur un appareil mobile, on peut ajouter de l'information du contenu à la réalité qui est devant nous. Ou encore, en bas, si vous avez la chance, vous pourrez, après la présentation, aller regarder la vidéo. C'est une petite start-up québécoise qui a commencé à créer un outil pour faire de la réalité augmentée dans un gymnase. Mais là, cette fois-ci,
au lieu d'utiliser un appareil mobile pour augmenter la réalité, ce sont des technologies qui augmentent l'environnement. Donc, par des projections interactives qu'il y a sur les murs, sur le plancher, ben, on peut créer des activités où les élèves vont, par exemple, lancer un ballon sur des objets qui bougent sur le mur et qui vont interagir directement. Donc, on augmente la réalité. Quand on parle de réalité virtuelle, si je reviens en arrière, la réalité virtuelle, ça combine un ensemble de choses. Donc, Valérie qui vient de se joindre à nous. Merci. Bienvenue Valérie. Donc, la réalité virtuelle, souvent, on va parler aussi qu'il y a de l'interaction. Ceux qui ont peut-être eu la chance d'utiliser des lunettes de réalité virtuelle avec des consoles de jeux ou encore avec à l'ordinateur, il existe des lunettes avec des applications, des logiciels très puissants qui permettent d'avoir des jeux. On a parfois des manettes dans les mains. On est capable d'interagir avec l'environnement dans lequel on est. Et là, on va parler à ce moment-là de réalité virtuelle. Cette réalité virtuelle est donc, ça veut dire qu'il y a une interaction. Dans le cas de ce que moi je vais vous parler aujourd'hui, on va davantage parler de contenu en 360, donc de photos sphériques. Et par exemple, on va être capable de consulter du contenu en images en 360, ce qui nous donne ce sont quand même des images immersives qui nous donnent un sentiment d'être ailleurs. Et donc ça, c'est là où la réalité virtuelle devient intéressante, où la photosphère, l'imagerie en 360 devient vraiment intéressante quand en éducation, on a besoin d'amener nos élèves à être immergés dans un environnement différent du leur pour leur faire comprendre ou découvrir d'autres environnements ou d'autres réalités. Ça devient très, très intéressant de pouvoir leur permettre d'accéder à des espaces comme ceux-là. Mais aussi, et on va le voir dans ce que je vais vous présenter, il serait possible de proposer aux élèves de créer du contenu en réalité virtuelle. Et ça devient encore plus intéressant à mon point de vue, parce d'un point de vue pédagogique, nos élèves, s'ils deviennent des producteurs, ils apprennent à devenir pas seulement des consommateurs dans la vie, mais aussi des citoyens actifs qui donc peuvent prendre leur place dans le monde dans lequel ils vivent. La réalité virtuelle, on en parle on dit que c'est possible de le faire, notamment avec les élèves du secondaire, parce que des études pan-canadiennes qui datent quand même de quelques années nous ont démontré que 85% des élèves en fin de secondaire possèdent un téléphone cellulaire. Pourtant, il y a quand même, moi j'ai travaillé avec un enseignant de secondaire 4 au Québec, ce qui représente à peu près la 11e année chez vous, la 10e, 11e année, et qui me disait que dans sa classe, il y a à peu près 25% de ses élèves qui avaient un téléphone cellulaire qui était suffisamment puissant pour consulter du contenu en réalité virtuelle. Donc, ça demeure quand même une certaine limite, là. Même si les lunettes, elles, ne coûtent pas cher, mais si on doit s'équiper de téléphones cellulaires suffisamment puissants, ben, on parle de téléphones qui vont nous coûter pas moins de 4, 5, 100 dollars l'appareil. Donc, pour avoir des téléphones qui sont suffisamment puissants. Je sais que, par exemple, Google Expedition a une entente avec Best Buy pour fournir des kits, des ensembles d'appareils. On peut acheter, par exemple, 10, 20 ou 30 téléphones avec une lunette de réalité virtuelle, une tablette, une borne sans fil. C'est un kit complet qui permet, avec ses élèves, de faire cette expérience-là. Notamment, si on est au primaire, si vous avez des enseignants qui sont du primaire ici, ben c'est sûr qu'on ne peut pas compter que nos élèves du primaire vont avoir avec eux des téléphones cellulaires suffisamment puissants. Bien sûr, ce contenu-là est toujours consultable sur des tablettes, comme des iPads ou des tablettes Android ou autres, mais l'expérience immersive, elle, est plus difficile. Il y a peu de lunettes qui permettent de le faire, et de toute façon, même s'il y avait des lunettes qui permettaient de le faire, un iPad au bout des bras, c'est lourd, c'est pas convivial, donc c'est pas super intéressant d'utiliser une grosse tablette pour faire consulter ce contenu-là. Donc, on en revient quand même au téléphone, mais on n'est pas obligé d'avoir des téléphones qui sont connectés à un réseau de téléphonie cellulaire, et donc possible de continuer ça. Stéphanie, tu as une question, alors je te laisse poser ta question. Tu disais des iPad mini, ok, je vois que tu as écrit des iPad mini. Est-ce qu'on peut utiliser des iPad mini? Oui, tout à fait, on pourrait utiliser des iPad mini. Peut-être que là, on pourrait l'ajuster, donc avec la lunette, le déposer dans
dans la lunette, mais il faudrait trouver une façon de le supporter pour pas qu'il tombe par terre. Et ça, c'est un autre des éléments. C'est que quand on dépose son téléphone dans des lunettes comme celle-ci, vous voyez ici que l'endroit où on dépose le téléphone, il y a un élastique. Cet élastique-là vise à empêcher le téléphone, quand on a refermé, de glisser, de tomber par terre. Mais il faut quand même être vigilant parce que c'est pas un support très solide, donc les téléphones pourraient tomber et se briser. Donc, si on fait cette expérience-là avec nos élèves en classe, et bien avec leur téléphone, leurs appareils à eux, ben ça demande d'être attentif, de porter attention, de demander aux élèves de porter attention à ça, de demander aux élèves qu'ils aient un étui protecteur idéalement. Mais parfois, les étuis protecteurs sont trop gros et empêchent qu'on puisse placer le téléphone dans la lunette. Donc, c'est des fois un peu un piège aussi, l'étui protecteur. Ça dépend de la grosseur de l'étui. Petite remarque à ce sujet-là. Donc, des lunettes, pourquoi nous, au Québec, c'est l'année dernière, l'ensemble du réseau du Récit, donc un réseau qui soutient l'ensemble des enseignants du Québec, on a démarré des chantiers pour explorer le potentiel. Stéphanie, tu voulais parler? Est-ce que tu veux parler, Stéphanie? Je te laisse la parole si tu veux parler, avec plaisir. Non? OK, d'accord, ça va. D'accord. Donc, ce que je vous disais, c'est que les lunettes, pourquoi on s'est intéressé à ça, c'est que avec la venue des cardboards comme celle-ci, on est arrivé avec des lunettes beaucoup plus abordables, à des coûts beaucoup plus abordables. Par contre, on peut, en contexte scolaire, s'équiper de lunettes de réalité virtuelle en plastique comme celle-ci, qui vont être un petit peu plus confortables, qui vont avoir des ajustements, par exemple. Ces lunettes-là, comme vous les voyez ici, on peut ajuster la longueur focale pour permettre un meilleur visionnement. C'est plus confortable si on a des lunettes, c'est un peu plus gros. Ça bloque plus l'image autour. Par contre, ça prend un assez gros téléphone, sinon parfois, c'est surprenant, mais l'expérience est meilleure dans ces petites lunettes-là, parce que si vous remarquez ici, j'ai un grand espace et parfois le téléphone, on voit l'environnement autour tellement c'est gros, ce qui fait que l'expérience immersive n'est pas nécessairement meilleure dans des lunettes comme celle-ci. De plus, des lunettes comme celle qu'il y a ici n'ont pas de bouton d'interaction. Donc, c'est pas toutes les lunettes qu'on achète qui ont des boutons, alors que les lunettes cardboard comme celle-ci ont un petit bouton d'interaction. Le bouton d'interaction, ce qui fait tout simplement, là, si vous remarquez ici, c'est un tissu conducteur que vous voyez qui est ici. Ce tissu conducteur, quand je mets mon doigt ici, ça fait activer un système de levier et ça va toucher l'écran du téléphone et ça fait comme si on touchait à l'écran et donc ça amène une interaction avec des contenus. Donc ça permet par exemple de se déplacer à l'intérieur de contenu ou s'il y a un menu qui apparaît, de sélectionner des éléments dans le menu. Donc, vous voyez qu'il y a différents modèles, on peut en commander. On pourrait même, si dans des écoles, vous avez par exemple une découpeuse au laser, vous pourriez faire un projet pour fabriquer avec vos élèves des lunettes de réalité virtuelle. Les plans si vous faites des recherches sur Google, vous allez trouver, vous avez le lien dans le diaporama, si vous êtes dans la version en ligne, vers Google Cardboard et vous allez voir que dans Google, on vous propose les plans. Vous pouvez télécharger les plans. Et vous pourriez même fabriquer avec vos élèves des lunettes de réalité virtuelle. On peut commander sur Internet les lentilles, les pièces que ça prend pour fabriquer la lunette. Donc, c'est une autre façon de faire ce travail-là avec vos élèves. Donc, ça offre une autre possibilité intéressante en sciences, par exemple, de découvrir comment fabriquer un appareil simple comme celui-ci. N'hésitez pas en cours de route, si vous avez des questions, je vous rappelle, levez la main, ça me fera plaisir de vous laisser. Donc, je veux aborder avec vous deux aspects de la réalité virtuelle, soit la consultation de contenu, puis après ça, on ira voir la création de contenu. Donc, pour la consultation de contenu, je vais aller avec les outils de Google pour commencer, même s'il existe d'autres outils qui permettent de consulter du contenu. Bien sûr, Google a investi beaucoup pour rendre du contenu accessible, ce qui fait qu'ils ont un pas d'avance peut-être sur d'autres autour et ça fait des contenus qui sont gratuits, démocratiques, donc accessibles pour nos élèves en classe. Donc, commençons avec YouTube. Sur YouTube, donc, on peut, si on fait des recherches avec simplement le 360, trouver facilement du contenu qui est visionnable en 360. Quand on va donc sur YouTube avec son téléphone, si on démarre l'application YouTube et qu'on démarre notre YouTube et qu'on fait une recherche, donc, ce que je vous disais, avec 360, si je fais une recherche ici et que j'écris 360, donc, je recherche,
je vais vite trouver du contenu qui est en 360. Et par exemple, si je choisis d'aller voir une montagne russe, quand je démarre ce contenu-là qui est ici, ben, j'ai dans mon écran ici la possibilité de sélectionner une petite lunette. Là, il y a de la publicité qui apparaît avant. Donc, et voilà, ça s'en vient. Donc, si vous remarquez dans la vidéo, ça apparaît pas exprès, juste pour vous le montrer. OK, voyez-vous ici dans l'écran, si je vous montre ça ici, voyez-vous qu'en bas, il y a une petite lunette de réalité qui apparaît ici. Alors, si je clique sur la lunette de réalité virtuelle qui est là, je vais le mettre dans l'autre sens, ça va aller mieux. Mais comme ça. Et si je clique dans l'écran, je vais avoir la petite lunette qui est ici. Bon, excusez. Et si je clique sur la lunette, voyez-vous, j'ai deux images qui apparaissent. Et l'image, la vidéo, si je tourne, on va voir que je peux voir en haut, en bas, je peux regarder dans toutes les directions. Et si je mets ça dans la lunette, eh bien, moi, je vais avoir une expérience 360 de consultation de contenu en réalité virtuelle. Donc, je vais juste arrêter ça ici. Bon, ici, on va quitter ça, ce mode-là. Et voilà. Donc, voyez-vous, YouTube permet de consulter très facilement du contenu en réalité virtuelle. Il y a aussi Google Cardboard, qui est une application qui, elle, permet d'explorer le contenu en réalité virtuelle. Donc, vous avez cette application-là qui, elle, va proposer différents contenus. Donc, on peut regarder, qui va diriger vers différents types de contenus. Donc, ça permet d'explorer le potentiel de la réalité virtuelle. Vous avez dans le diaporama les liens vers chacune des applications dans l'App Store, dans le Google Play Store, donc pour iOS ou Android. Il y a malheureusement très peu de contenus ou d'applications qui ont été développées dans Windows Phone, donc moi je vous conseille pas de vous équiper dans le Windows Phone si jamais c'était votre intention, même s'il y en a pratiquement plus en fait. Donc, si on y va du côté de Google Expedition, parce que je vais passer rapidement sur Google Cardboard, Google Expedition, ce qui est intéressant dans Google Expedition, c'est qu'il y a des visites déjà préparées partout à travers le monde par Google. Et le concept de Google Expedition, c'est qu'il y a un guide et des visiteurs. Donc, quand on démarre l'application, on nous demande est-ce que tu veux être un guide ou si tu veux être un explorateur. Alors, si on est un guide, à ce moment-là, tous les gens qui sont dans le même réseau sans fil que nous vont voir que moi, je suis un guide et vont pouvoir se joindre à ma visite que j'ai préparée à l'avance. Et donc, je peux diriger tous les animateurs, tous les visiteurs, tous les explorateurs à l'intérieur, attirer leur attention sur différents contenus. Et à travers l'application, et là, pour être guide, ça prend idéalement une tablette parce que on ne le regarde pas dans la lunette. Si on veut contrôler, on peut même avoir des interactions, cibler des éléments de contenu, passer à une autre image. Et là, les autres, ceux qui sont les explorateurs, vont pouvoir suivre ce que l'on fait en même temps. Donc, ça nous permet soit nous, comme enseignants, de présenter des contenus à nos élèves, ou encore, on pourrait, par exemple, demander à des élèves, en équipe ou seul, de préparer un contenu et pour devenir des guides, pour présenter aux autres élèves de la classe du contenu en réalité virtuelle, donc qu'on va voir dans Google Expedition. Pour le moment, le contenu qui est dans Google Expedition est tout en anglais. Alors pour nous, francophones, c'est quand même une limite parce que si on veut travailler le français avec nos élèves, ben on est pris avec des contenus en anglais. Par contre, on peut bien sûr demander à nos élèves de s'approprier ce contenu en anglais, de faire une préparation en français pour faire la visite par la suite avec le contenu qu'ils auront préparé en français. Donc, ça permet de faire des productions écrites pour préparer cette visite-là, ou encore, ça permet aussi de faire une communication orale en présentant ce contenu-là. Donc, Google Expedition est une application très, très intéressante. Ce qui est quand même relativement nouveau du côté de Google Expedition, c'est que depuis juin dernier, Google a ouvert à la communauté la possibilité de devenir des producteurs de contenu. Comme par exemple, moi, avec mon compte Google et notre service, on a mis notre candidature et j'ai eu 2 courriels jusqu'à maintenant me disant qu'on traite ma donnée. J'en ai eu une en août et j'en ai eu un courriel en septembre. Donc, j'espère avoir des nouvelles en octobre. Et peut-être qu'on pourra devenir, nous aussi, des producteurs de contenu. Et à ce moment-là, on pourra produire des contenus qui vont être davantage liés à nos apprentissages qu'on a fait faire à nos élèves en classe. C'est donc cet élément-là qui peut être très, très intéressant aussi.
Je poursuis avec Google Street View. Dans Google Street View, ce que vous connaissez tout le monde Google Maps et vous avez toujours tous et toutes consulté du contenu dans Google Street View. Donc, vous savez à l'ordinateur ce que peut se donner du contenu Google Street View. Eh bien, l'application, donc là, je ne vous parle pas de l'application Google Maps, mais bel et bien de l'application Google Street View. Donc, quand on démarre l'application Google Street View, ça nous permet d'accéder à des contenus qui sont directement en réalité, qui ont été, tout ce qui est dans le fond, en Street View dans Google Maps est accessible directement dans Google Street View. Donc, je peux cliquer sur ces contenus-là et je peux décider que je les consulte en cliquant encore une fois sur la lunette. Je peux cliquer sur la lunette et en cliquant sur la lunette, je vais avoir apparaître le contenu. Il va me dire, tourne ton téléphone sur le côté. Si je tourne mon téléphone sur le côté, ah non, c'est de l'autre côté. Il faut que je tourne de ce côté-là. Donc, vous allez voir, il y a le contenu qui va finir par afficher. Et donc, je vais pouvoir naviguer dans ce contenu en réalité virtuelle, donc à travers mes lunettes. Et quand dans Street View, il y avait des endroits où on peut avancer, avec le bouton de la lunette, je vais pouvoir circuler à l'intérieur, donc explorer du contenu dans Google Street View. Donc ça, c'est les applications pour consulter du contenu. Mais si vous faites des recherches dans l'App Store, dans le Google Play Store, vous allez trouver des dizaines et des dizaines d'autres applications qui permettent de consulter des contenus en imagerie en 360 qu'on peut consulter avec les lunettes de Cardboard. Je pense entre autres à peut-être qu'il y en a qui connaissent Tingling qui permet de mettre des liens dans des images. Tingling supporte les images en 360 et on peut ajouter du contenu nous-mêmes directement. Et ce contenu-là est visionnable dans des lunettes de réalité virtuelle comme des Google Cardboard. Je vais passer à la diapo suivante pour vous parler de création de contenu. Donc, en réalité virtuelle, on peut, même avec nos élèves, produire du contenu en réalité virtuelle. Bon, YouTube permet de déposer, tout comme Vimeo, permettent de déposer des vidéos en 360. Alors, comment on peut faire pour produire des contenus de vidéos en 360? Je vais vous montrer dans la prochaine diapo. Ça prend des caméras en 360. Parce qu'avec un téléphone cellulaire, on n'est pas capable de filmer en 360. On peut prendre des photos, mais pas des vidéos. On va y revenir tout à l'heure. Je vais vous présenter des caméras qui permettent de le faire. Il y a Cardboard Camera qui est une application vraiment très intéressante. Cette application-là permet donc de prendre une photo en 360, mais en fait, c'est une photo panoramique. Donc, 360, on n'a pas le haut et le bas. Et c'est une application, c'est pour ceux qui ont un téléphone iOS, par exemple, et quand on prend des photos panoramiques, on fait seulement tourner notre téléphone et ça prend une photo panoramique automatiquement. Mais le Cardboard Camera fonctionne de la même façon. Alors, si je démarre l'application, j'ai seulement à faire pivoter mon téléphone sur lui-même et il va fabriquer en filmant, si on veut, en 360, il va fabriquer une photo sphérique 360. La particularité de Cardboard Camera, c'est que ça permet, pendant qu'on fait cet enregistrement-là, on peut aussi enregistrer du son. Alors, faire une photo comme celle-ci, il faut tourner vraiment très lentement sur soi. On a entre 30 secondes et 1 minute pour fabriquer notre image. Pendant ce temps-là, on peut enregistrer le son en même temps. Donc, ça permettrait, par exemple, à des élèves de présenter, de produire une photo sphérique, pas sphérique, mais plutôt 360, tout en présentant le contenu qui est devant eux. Et ce contenu-là peut être consultable à travers l'application Cardboard Camera. On peut donc partager ce contenu-là avec d'autres utilisateurs qui ont l'application Cardboard Camera et ils vont pouvoir, eux, ensuite de ça, regarder notre image et écouter le son qu'on a enregistré. Donc, ça devient un outil de création de contenu qui est vraiment simple à utiliser et qui permet de partager du contenu et qui est multimédia. Donc, pas seulement de l'image, mais aussi du son. Et la production finale, ça fait une photo statique, mais dans laquelle on peut se déplacer et regarder tout le tour de soi. Mais le son va jouer en boucle. Donc, si on a enregistré pendant 1 minute, ben, au bout d'1 minute, le son recommence au début. Un peu comme un GIF animé qui recommence au début, mais c'est le son qui recommence, qui joue en boucle. Je vais prendre une gorgée d'eau. Merci de votre attention. Ça passe vite, hein? 30 minutes, il reste 5 minutes. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, Google Street View, elle, permet de prendre des photos sphériques et en se déplaçant, prendre plusieurs photos et de les assembler pour faire une photo sphérique et ensuite de ça, la déposer directement dans Google Street View. Mais on peut bien sûr utiliser Google Street View avec des caméras 360.
Par exemple, on peut utiliser différents modèles de caméras. Certaines sont compatibles avec l'application parce qu'on peut connecter la caméra à son téléphone et on peut démarrer l'application Google Street View et dire « Je veux que tu prennes des photos » et il va faire des photos qui vont se transférer automatiquement sur mon téléphone que je vais pouvoir ensuite de ça publier dans Google Maps directement moi-même à partir de l'application Google Street View. Alors, vous avez ici dans la diaporama des liens vers chacune de ces modèles de caméras-là. Et par exemple, cette année, vous avez, moi, celle que j'ai, c'est celle qui est à gauche complètement, la Theta S. Mais Ricoh, la compagnie qui a fabriqué cette caméra-là, vient de sortir une caméra comme celle-ci, mais qui va faire de la vidéo en 4K. Et donc, ça devient vraiment intéressant pour produire du contenu. Je vous parlais sur YouTube tout à l'heure. Ça prend des caméras comme celle-ci. Je vais vous présenter un projet qu'on a fait en ECR, en éthique et culture religieuse, où une enseignante de la région de Québec voulait amener ses élèves à aller visiter des églises de son quartier, de sa région. Elle est tout près du Vieux-Québec. Il y a des dizaines d'églises dans le quartier, mais la plupart de ses élèves n'ont jamais mis les pieds dans ces églises. Et elle s'est dit, ben, ça serait intéressant de leur faire visiter. Et comme elle n'avait pas la possibilité facilement de se déplacer avec ses groupes d'élèves, ce qu'on a fait, c'est que nous, Annie et moi, on est allés dans différentes églises de la région de Québec et on a donc utilisé ma caméra qu'on a fixée après un casque comme celui-ci. OK? Donc, vous voyez ici le casque. La caméra est une caméra qui a donc 2 lentilles et elle, en un clic, va faire une photo sphérique. Et avec ça, en la reliant avec mon application sur mon téléphone mobile, je suis donc capable de créer des photos sphériques. À toutes les 8 secondes, la caméra va prendre une photo qui va s'enregistrer. Donc, on a fait le tour des 12 églises. Elle et moi, on est allés avec la caméra. Parfois, c'est elle qui prenait les photos, parfois, c'est moi. Et on a donc fait les 12 églises et qui sont disponibles en ce moment. Vous pouvez donc trouver à l'adresse ici monurel.ca/culte 360 toutes ces visites-là qu'on a fait. Il y en a d'autres que j'ai fait par la suite aussi ailleurs dans notre ville. Et bon, si j'en fais d'autres, on va les ajouter à cet endroit-là aussi. On a donc, ce qu'elle a fait dans un premier temps, c'est qu'elle a fait visiter une première église à ses élèves. Alors, elle les a amenés à regarder dans l'église, à repérer différents éléments d'objets religieux, par exemple, qu'on peut retrouver dans une église. Et ensuite de ça, elle a demandé en équipe, chaque équipe, d'aller, de choisir une de ces églises-là et de faire une genre de chasse au trésor. Avec donc l'iPad, ils allaient visiter l'église et il y a des élèves qui pouvaient consulter le contenu dans leur téléphone. Et quand ils avaient trouvé, par exemple, ils demandaient « Trouve-moi un hôtel, trouve le crucifix », ils devaient, avec l'iPad, retrouver ce contenu-là dans Street View et faire une capture d'écran, aller le déposer dans un Padlet, qui est un mur virtuel, donc pour pouvoir consigner les travaux qu'ils avaient faits. Donc, première étape du projet, donc découvrir ces objets-là dans une église, les repérer. Ensuite de ça, eux, ils ont eu à s'approprier une de ces églises-là et trouver du contenu sur son patrimoine, sur son origine, sur d'où elle vient, tout ça, pour faire une présentation aux autres élèves, faire visiter leur église aux autres élèves de la classe par la suite. Cette école-là a même eu la visite du Journal de Québec et Annie, l'enseignante que vous voyez qui est ici, qui a fait ce projet avec les élèves, a fait la une du Journal de Québec au début du mois de septembre pour un article qui était fait sur ce qu'elle a fait dans sa classe. Donc, vraiment très, très intéressant. J'ai travaillé aussi avec Alexandre Chenette. Vous avez vu, Annie a travaillé avec des élèves du premier cycle du secondaire. Alexandre, lui, cette année, va faire 2 projets avec ses élèves. Plus que 2, mais il a commencé avec 2 projets. Un sur la culture religieuse où on va voyager à travers le monde pour aller visiter différents espaces sacrés dans le monde. Et un autre qui va travailler en éthique, cette fois-ci, sur des enjeux éthiques qu'on trouve en milieu urbain, donc son projet Urbanopolis. Donc, voici des espaces, des façons de faire qui peuvent être très, très intéressantes. Je veux, en terminant, s'il y en a qui restent pour la partie suivante, je pourrais vous présenter d'autres projets dans d'autres disciplines, si vous le voulez. Mais étant donné qu'il y a des gens qui vont peut-être quitter tout de suite, je vais aller vous présenter les avant-dernières. En fait, ce que je voulais mettre en évidence pour vous, c'est que le contenu en réalité virtuelle qu'on retrouve permet 2 choses, à mon avis. Il permet à la fois d'ouvrir les murs de la classe pour permettre de découvrir de nouveaux contenus et d'être immergé dans des nouveaux environnements qu'on ne connaît pas, qui sont difficilement accessibles dans la classe. Mais aussi, étant donné que c'est des technologies qui sont relativement faciles à utiliser pour produire du contenu, permet à nos élèves
de poser leur regard et de présenter leur regard sur le monde à travers du contenu en réalité virtuelle. Donc, voici ma conclusion, les deux éléments principaux qui peuvent ouvrir nos murs de la classe et permettre à nos élèves de proposer du contenu en réalité virtuelle. Alors, j'ai terminé la première partie de ce que je voulais vous présenter à tout prix. S'il y en a qui sont intéressés, je peux vous présenter dans un deuxième temps. Mais avant, on va prendre le temps d'entendre vos questions ou vos commentaires. Puis s'il y en a qui sont intéressés, bien, je pourrais vous présenter d'autres pistes dans d'autres disciplines. Juste avant la question de José Benoît, donc normalement la formule de coup de cœur, c'est que le deuxième temps est un temps pour poser des questions. C'est ce qu'on va faire à l'instant. S'il y a des gens qui doivent quitter pour des réalités familiales, on comprend tout à fait. Mais le deuxième temps, en même temps, donc Benoît va pouvoir présenter dans d'autres matières ce qui s'est fait en réalité virtuelle. Alors, si vous êtes intéressé à demeurer pour la deuxième demi-heure, vous êtes les bienvenus. Sinon, j'ai placé le lien pour les présences et le lien pour l'évaluation dans la fenêtre conversation. S'il vous plaît, prenez, ça prend un petit 3 minutes faire l'évaluation, c'est important pour les données statistiques. Et merci beaucoup d'avoir été présent. Et Benoît, je te laisse à nouveau la parole pour prendre la question de José. Excellent. Alors, José, je te laisse la parole et je t'écoute. Merci beaucoup, Benoît. Ma question, je suis en train de préparer un petit projet ici au Conseil scolaire Franco-Sud et puis je me demandais s'il y avait un moyen, si moi, comme enseignant, j'ai une photo que je veux absolument que mes élèves voient en VR, donc une photo immersive. Par exemple, je veux aller visiter la capitale du Canada. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse envoyer un lien quelconque pour être sûr que les élèves vont regarder la bonne photo? Oui, tout à fait. Quand on est dans Google Maps et qu'on va on entre dans Google Street View, on peut, chaque image a sa propre adresse, même plus que chaque image. En fait, quand on place l'image en direction, par exemple, du Parlement, et si je dis partager le lien, les gens, quand ils vont ouvrir le lien que je vais leur envoyer, ça va les amener directement dans la photo à l'endroit où on pointe. Alors, quand on va si tu vas dans Google Street View, dans Google Maps, simplement, et que tu dis, ben, je veux consulter le contenu en réalité virtuelle, donc ça s'appelle pas du contenu en réalité virtuelle, mais ça s'appelle Street View la plupart du temps. On peut donc simplement appuyer sur, je vais juste le faire en même temps pour le voir, si j'ai du contenu. Parce que j'ai l'URL, j'ai essayé de créer un QR code parce que je voulais que les élèves facilement, là, des élèves de, par exemple, deuxième, troisième année, puissent capter ce. Puis ce que ça fait, c'est que ça crée seulement un lien vers la photo. Mais il y a pas, c'est pas une photo en réalité virtuelle. Mais là, quand tu dis, est-ce que tu as pris l'adresse d'une photo dans Street View ou tu as pris l'adresse? Oui, oui. Donc, sur mon téléphone, là, j'ai le petit symbole de la petite lunette. Mais quand je l'envoie, par exemple, puis je prends le URL, en fait, oui. ça m'amène pas à la photo, la même photo en VR. Ça m'amène seulement à la photo, la même endroit, mais j'ai pas l'option de le mettre en VR. Si tu envoies le lien, tu veux dire pour quelqu'un qui est dans son téléphone? Oui. OK, parce qu'il va l'ouvrir par défaut avec Google Maps. Ben, on a fait le test ici, puis je veux pas prendre le temps de non, mais c'est correct. C'est ça le but. Le but, là, c'est que les enfants, les téléphones c'est nos téléphones du conseil qui vont déjà dans les boîtes VR. Alors là, ils vont prendre la lunette. Puis là, je pensais de prendre le téléphone, scanner le code QR, et là, ça m'amenait directement à la photo en VR que je veux que les élèves regardent. Sans nécessairement, mais là, c'est ça, ils passeront pas par l'application, donc c'est pour ça que ça fonctionne pas, j'imagine. C'est peut-être ça, oui. Ce que je sais pas, parce que c'est une très bonne question que tu poses, là, à savoir, quand je suis dans l'application, est-ce qu'il y a une façon de dire, si j'ouvre l'application Google Street View, par exemple, est-ce qu'il y a une façon d'aller chercher
chercher du contenu, scanner un code ou entrer une adresse. Si je fais une recherche, bien sûr, je peux faire une recherche, mais si j'ai mis une adresse courte et si je l'entre dans la recherche de Google Street View, est-ce que ça va fonctionner? Je ne l'ai pas essayé, il faudrait le tester. Donc, si on met une adresse raccourcie, j'ai aucune idée. Il faudrait vraiment le tester, voir si ça fonctionne. Mais ça peut être aussi peut-être qu'on peut donner l'adresse dans la rue de cet endroit-là. Et puis là, c'est sûr qu'avec une adresse postale, peut-être que là, on pourrait le trouver plus facilement à l'intérieur de l'application. Oui. Ça pourrait être une stratégie. Là, je réfléchis à tout en même temps là, pour essayer de trouver un moyen de vous aider. Parce que là, en fait, c'est ça, les téléphones vont être installés un peu partout dans la salle. Puis là, les enfants auraient pris le téléphone, scanné, et là, regarder l'image, et ainsi de suite, déposer le téléphone, aller en voir un autre. L'option qu'on a présentement, c'est je vais vraiment ouvrir l'endroit, la photo sur le téléphone, sur chacun des téléphones. Ça va être un endroit différent, puis là, les enfants vont le regarder, déposer, aller en chercher un autre, et ainsi de suite. Mais je sais que de mon côté, Annie, elle a permis à ses élèves de trouver les visites et d'aller les visiter et elle a utilisé un lien raccourci donc ce que vous avez dans le document que je vous ai partagé tout à l'heure, mon url.ca// ce sont tous des liens raccourcis et j'ai pas demandé avec elle, il faudrait que je lui pose la question au niveau de la procédure, comment elle a fonctionné pour que les élèves puissent consulter ce contenu-là à l'intérieur de l'application Google Street View. Je pourrais peut-être regarder un de ces contenus-là, voir si quand j'utilise une de ces adresses-là, si le lien il fonctionne quand je suis dans... Je vais faire le test. Je vais faire le test. Oui. Oui. On pourrait le tester. Merci. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Abbas. Bonjour, Monsieur Benoît. Bonjour, Monsieur Eric. Mais merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, moi, je suis vraiment intéressé par la technologie. Monsieur Eric en sait quelque chose, je travaille beaucoup sur la technologie, j'enseigne la robotique actuellement, mais aussi j'enseigne le 3D printer. Bon, je travaille aussi sur les ordinateurs, mais je vous dis déjà que je suis séduit par le projet de lunettes. J'y pense vraiment. J'aimerais faire ça avec mes élèves, c'est-à-dire que fabriquer même la lunette virtuelle. Ça, vraiment, je suis vraiment tenté avec ça. Mais aussi, je suis enseignant en mathématiques. Je voulais avoir des choses concrètes sur voilà le 360, la réalité virtuelle qu'on pourra utiliser en mathématiques, quoi. Si vous avez des exemples de projets ou des trucs comme ça. Écoute, Abbas, pour le moment, on n'a pas encore de projets qui ont été mis sur pied en mathématiques comme tel. Je sais que nos animateurs du Récit national en maths sciences techno sont intéressés à explorer ces questions-là, mais pour le moment, on n'en a pas encore fait. Il est possible que cette année, cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un chantier pour développer des situations d'apprentissage, parce que l'année passée, on a fait des chantiers pour explorer le potentiel de ces contenus-là. Puis cette année, on veut essayer de vraiment élaborer des situations d'apprentissage complètes qui vont permettre aux élèves de vraiment faire des apprentissages. Et il est possible que dans ces situations d'apprentissage-là, il y en ait qui soient en mathématiques, mais pour le moment, on n'en a pas. Bien sûr, c'est sûr que si on pense aux mathématiques, souvent il y a des repères culturels qui sont associés. Quand on pense aux repères culturels, ça peut être très intéressant quand on parle d'un concept mathématique qui vient d'une personne célèbre, tout ça, puis qu'on veut la situer dans le monde, d'où elle vient d'Italie, elle vient de tel endroit, elle a vécu à telle époque, et on peut aller voir de quoi a l'air cet endroit-là en 360, mais ça peut être une façon de peut-être se resituer pourquoi on a développé ces contenus-là. Ça pourrait bien sûr essayer en lien, les mathématiques, c'est vraiment une bonne question. On pourrait peut-être aussi se questionner sur c'est quoi une sphère et comment on fait pour produire du contenu sphérique. Donc toute la notion
de formes donc des formes 3D. La réalité virtuelle se base sur ça, donc peut-être qu'il y aurait des pistes à explorer de ce côté-là. Je ne sais pas, Abbas, si tu vois quelque chose là-dedans. Mais c'est vraiment une bonne question. S'il y a des choses qui nous viennent, qu'on développe ici, je les partagerai avec Eric et puis il pourra vous les faire savoir. Qu'est-ce que tu en penses, Abbas, de ce que je fais comme suggestion? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça peut coller aux apprentissages que vous faites en mathématiques? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que déjà l'idée que vous avez lancée, ça me donne d'autres idées. Comme par exemple, je sais que parfois on peut faire un projet pour mesurer des bâtiments, des trucs comme ça. Je pense que vous faites, on peut utiliser comme par exemple les lunettes virtuelles pour pouvoir faire la mesure de certaines dimensions, des trucs comme ça. C'est des idées comme ça qui me viennent pour le moment, mais c'est sûr que il doit y avoir beaucoup de choses qu'on peut faire avec la réalité virtuelle. Ouais. Certainement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, Daniel, je t'écoute. Bonjour. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on Oui. peut ajouter une image ou du texte sur notre photo 360? Est-ce qu'on peut ajouter des choses dessus? C'est-à-dire, je vous parlais tout à l'heure de l'application en ligne Tingling. Est-ce que vous connaissez ça, l'application Tingling? Peut-être, Eric, tu pourrais écrire le lien, tu dois connaître ça. Donc dans Tingling, cette application-là, en ligne, permet de déposer une photo sphérique à l'intérieur et on peut aller ajouter d'autres contenus qui sont cliquables, donc qui vont amener vers d'autres contenus ou vers des contenus vidéo, des contenus autres, donc qui permettent donc d'enrichir, d'augmenter notre photo sphérique. Ah oui, il y a celle-là. Il y a aussi visio.co, je pense, ou .io, je pense, qui fait, qui est une application en ligne qui permet de déposer son contenu et d'aller lui ajouter des éléments 3D, par exemple, si on a fait des objets avec SketchUp ou autre, on peut aller les rajouter donc dans notre environnement 3D. Donc ça aussi, Tingling, exactement. Il y a aussi, c'est ça, je vous ai visio.io ou .co, je ne sais plus par cœur, là, mais c'est un autre outil en ligne qui permet d'augmenter. Mais on n'est pas capable de le faire dans Google Street View directement. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé de façon de faire ça du tout directement dans Google Street View. Est-ce que ça répond à ta question, Daniel? Oui, parce que je me demandais de la connexion avec les maths, comme si on pouvait amener des objets qui mesurent à l'intérieur de ces mondes, afin de pouvoir mesurer, estimer. Tu sais, je pensais dans ce milieu-là. Oui, ben un peu pour répondre à la question d'Abbas, dans le fond, c'est vrai que si on travaille les objets 3D et qu'on va les produire dans une autre application, puis qu'on va les recoller à l'intérieur dans un outil, dans une application comme Visio, là, je me souviens plus par cœur là, du lien, je pourrais le trouver et vous le remettre, mais une application comme Visio dont je vous parle, ouais, c'est ça, visio.io, je sais plus c'est quoi le nom, permettrait de travailler des contenus. C'est pas .io, non, c'est autre chose, je sais pas c'est quoi. Je vais le trouver, je le partagerai avec Eric, le lien. Mais effectivement, si on travaille des objets 3D, on travaille la mesure, les distances, et donc, oui, effectivement, ça permettrait de le faire. Merci, Daniel, de la question. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, Eric, c'est bon si je vous présente en vrac rapidement les autres éléments? C'est une bonne idée. Alors, si vous êtes intéressé à demeurer, Benoît va montrer deux projets, ou plutôt on pourrait appeler ça comme ça, donc univers social et art plastique. Oui, exactement. Donc, je vais juste retrouver ici. Donc, premièrement, en univers social, on a notre collègue Steve Quirillon avec son équipe Maude et Claudie qui ont réfléchi à différentes avenues de ce qu'on pourrait faire en univers social. Alors, si vous allez voir sur le site du Recitus, recitus.qc.ca, vous allez voir, il y a une section réalité virtuelle qui vont vous proposer différentes pistes
en univers social. J'y vais en vrac dans un premier temps. La géographie, comme le dit Steve, c'est une science qui se fait les pieds dans la terre, sur la terre. Et donc, la meilleure façon de faire de la géographie, c'est d'être dans l'endroit où on veut explorer. Donc, on peut, à ce moment-là, avec la réalité virtuelle, travailler cette notion-là, puisque l'expérience immersive nous amène dans des endroits ailleurs dans le monde. Et là, à partir de tâches qu'on pourrait donner à nos élèves, on peut les amener à explorer les différents éléments qu'on trouve, qu'on va travailler en géographie. On peut aussi la réalité virtuelle pour mieux comprendre l'organisation d'un territoire. Par exemple, en se déplaçant à l'intérieur d'un endroit, ça nous permet de comprendre comment sont organisées différentes villes, différents endroits dans le monde. Donc, ça peut être intéressant aussi. La dimension immersive peut amener aussi une dimension affective, donc développer de l'empathie parce qu'on peut aller dans des endroits où on va comprendre que la réalité n'est pas évidente, pas seulement pour des questions géographiques, mais parfois pour des questions géopolitiques. Et donc, ça peut permettre de s'immerger dans des endroits, donc développer l'empathie chez nos élèves. Ça permet aussi, bien sûr, d'aller identifier des caractéristiques de différents environnements, comme par exemple, dans une métropole, qu'est-ce qu'on retrouve dans une métropole, quelles sont les caractéristiques d'une métropole. Donc, ça permet, parce qu'on peut aller dans différentes métropoles et aller repérer des éléments qui vont être similaires, donc qui vont permettre de nous identifier des caractéristiques de différents types de lieux. On peut aussi, bien sûr, je vous parlais de Cardboard Camera tout à l'heure, qui permet de produire du contenant. Donc, situer et décrire le contenu, on pourrait à la fois produire une image et du son pour situer et décrire du contenu en univers social. Bien sûr, il y a du contenu qui a été réalisé en vidéo par d'autres organismes, comme par exemple Hydro-Québec au Québec, qui a fait des vidéos en 360 sur des phénomènes qu'on peut difficilement visiter ou observer en classe avec nos élèves, comme un barrage de Manic, par exemple. Donc, ça peut être très, très intéressant de consulter ces contenus-là. On va avoir aussi, je vous parlais de Google Expédition, on peut aller dans toutes sortes d'environnements, permettre à nos élèves de découvrir différents territoires touristiques et autres qui vont permettre de développer les compétences de nos élèves. En art plastique, André-Caroline a exploré différentes possibilités, notamment celle d'apprécier des œuvres dans des lieux. Donc, imaginez qu'on envoie nos élèves dans un parc où il y a une œuvre d'art ou dans un lieu public. Souvent, au Québec, nous, on a une loi du 1% qui oblige tout édifice public à consacrer 1% de sa somme pour des œuvres d'art. Souvent, ces œuvres sont à l'extérieur. Donc, on peut aller faire un apprécié des œuvres d'art à l'aide de réalité virtuelle. Donc, on peut aller consulter ces contenus-là. Donc, ça permet de développer la compétence appréciée. Mais aussi, on pourrait, par exemple, à nos élèves, produire des photos dans des endroits où il y a des œuvres d'art. S'il n'y avait pas déjà des photos sphériques, ils peuvent aller, eux, les produire à un endroit où il y a une photo sphérique et ajouter des commentaires à la photo pour permettre de consulter et d'accéder à des contenus en réalité virtuelle, donc exercer leurs compétences dans ce sens-là. On pourrait aussi créer des œuvres d'art avec des environnements numériques en ligne qui permettent de créer des contenus carrément en réalité 3D. Mais là, on parle de technologie un peu plus avancée. On parle d'élèves peut-être plus avancés ou plus au secondaire, plus vers la fin des études secondaires. Enfin, on pourrait aussi créer une œuvre d'art multisensorielle, par exemple, où il y aurait à la fois de la réalité virtuelle et peut-être d'autres éléments multimédia qui viendraient intervenir. Par exemple, ça peut être du son, ça peut être d'autres éléments, mais ça pourrait être aussi combiner la réalité virtuelle avec la vraie réalité, donc avoir des comédiens qui vont augmenter l'expérience virtuelle d'une personne qui serait dans la lunette, mais quelqu'un qui vient faire toucher, qui vient envoyer du vent ou autre, donc faire une expérience multisensorielle. Ça pourrait être vraiment très, très intéressant comme piste. Et évidemment, on a notre ami Steve Morissette qui, lui, avec des élèves d'une école secondaire, ont réalisé une visite virtuelle de leur école, donc permettre à des gens de l'extérieur, par exemple, les élèves du primaire, de venir visiter avant d'arriver à l'école secondaire, l'école de quoi elle a, à quoi elle ressemble. Donc, ils ont fait la visite virtuelle, déposé les photos dans Google Street View, ce qui a permis à d'autres élèves de consulter ce contenu-là. Donc, voilà, ça fait le tour des éléments que je voulais vous présenter, des autres éléments que je voulais vous présenter. Est-ce qu'il y en a qui sont encore là, qui ont encore soit des commentaires ou des questions? Je suis prêt à les recevoir, à vous entendre. Donc, je vais regarder les commentaires.
Donc, Daniel, tu dis que ça t'intéresse la création. Oui, Daniel? Oui, absolument. Je suis tellement contente que tu as touché l'aspect de créer dans ces mondes. C'est ça que je m'en allais vraiment dans mes intérêts personnels et professionnels, bien sûr. L'autre question que j'avais, est-ce que tu connais s'il y a une connexion ou quelque chose qu'on peut faire pour que les jeunes puissent créer ces mondes ou ces images, mais à travers d'autres outils, comme par exemple les consoles PS4, puis des choses comme ça? Pour les consoles PS4, je ne le sais pas. Je crois que pour ce qui est dans le projet que présentait des œuvres d'art ici, on pourrait construire avec Unity 3D, là par exemple, des contenus qui vont être consultables avec des lunettes Gear VR des Oculus, mais ça, c'est des applications qui fonctionnent sur ordinateur et ça prend des lunettes de réalité virtuelle. Un kit là pour une école, ça prend un ordinateur assez puissant. On parle d'environ 3000 $ pour avoir un ensemble lunettes, ordinateur et tout là pour que ça puisse avoir quelque chose qui est utilisable. Mais ces lunettes-là vont aussi permettre à la fois de produire du contenu selon l'application qu'on utilise. Il y a des applications qui permettent de produire du contenu en 3D, comme si on y était. Là, on veut même sculpter des objets directement dans cet environnement-là. Donc, oui, c'est possible de le faire, mais pas. Je suis pas au courant en ce qui concerne PlayStation, par exemple. Mais pour Oculus, je crois que c'est possible de le faire. Parfait, merci. Est-ce que ça répond à ta question? Oh oui, tout à fait. Spécialement avec Unity, oui. Il y a beaucoup de possibilités là-dedans. Oui. Exactement. Est-ce que José, Abbas ou Daniel, vous avez encore des questions ou des commentaires? Et moi, c'est juste pour dire merci et puis c'est surtout que ça me donne vraiment beaucoup d'idées, quoi. En fait, vraiment, ça ouvre un peu, je vous dis, l'aspect pédagogique. Moi, en tout cas, ce soir, je vais avec plein de choses que j'aimerais essayer, quoi, vraiment. C'est très bien, tant mieux. Si jamais vous avez beaucoup de temps devant vous, l'année passée, au mois de mars, au colloque de l'ACOPS au Québec, on a animé une journée complète, un atelier qui a été diffusé en 360 sur la chaîne du Récit QC, la chaîne YouTube. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez faire une recherche avec Récit QC, R-E-C-I-T QC. Vous allez voir qu'on a diffusé en 2-3 temps des différents temps de notre animation. Ça pourra vous donner d'autres idées ou des pistes de comment le faire, mais c'est quand même une journée complète de diffusion. Il y a aussi peut-être d'autres ateliers plus courts qu'on a diffusés là, sur la réalité virtuelle si vous voulez en savoir un peu plus. C'est possible de passer par là. Et je me permets de rajouter que le Symposium des Rocheuses 2018, on est en train de regarder pour qu'il y ait une bonne place, justement. Alors, je vais aller visionner le vidéo, Benoît. Ça pourrait être intéressant. Comme le thème est la création, ça pourrait être intéressant qu'on ait justement un atelier peut-être assez... je peux pas garantir une journée, mais un atelier de création pour la réalité virtuelle. OK, merci. Puis sinon, il y avait aussi un atelier qu'on a donné à la formation conjointe et collaborative du récit là, au début du mois d'octobre, qui est un atelier d'1h30, qui est un peu moins long à regarder, là, qui a moins de contenu, mais qui a quand même beaucoup de pistes là, dans les choses que je vous ai parlé, mais plus détaillées un peu. D'autres questions? Alors, je vous rappelle que l'enregistrement va se retrouver en ligne. Merci beaucoup, Benoît, au nom du consortium provincial francophone. Merci beaucoup pour la présentation de l'atelier. Exceptionnel. Écoute, on reste en contact. Merci de tous les liens que tu as partagés aussi, qui vont certainement être consultés à de nombreuses reprises. Et puis, j'éteins l'enregistrement